Bonjour. Tout d'abord, merci de l'invitation. Merci Sophie, merci Nicolas. Donc nous, on a une petite demi-heure à toutes les trois pour vous parler de père aidance famille. Donc ça va être les messages les plus percutants pour que vous puissiez entendre un peu notre propos. L'idée de professionnaliser la père aidance famille, c'était de créer un diplôme universitaire pour que le métier soit reconnu. Et pour créer ce diplôme, on s'est appuyé sur quelques recommandations. Donc, je vous les ai cités, mais dans ce qui est le plus important, c'est le premier sur l'avis du CSE, c'était tous les besoins des aidants qui sont quand même ultra connus. Il y a tout un tas de stratégies nationales. Les besoins des aidants, donc c'est ce qui est noté, c'est le soutien, c'est l'information, c'est la psychoéducation et c'est des espaces de rencontre pour rompre l'isolement. Il y a aussi les deux recommandations ensuite, les recommandations de l'ANESM, qui sont plutôt sur le soutien des aidants. Et puis, la stratégie nationale pour l'autisme, la 2018-2023, parlait de la reconnaissance de l'expertise des familles. Donc, on était sur des recommandations qui étaient sur l'expertise des familles, tout en ne disant pas bien comment est-ce qu'on pouvait reconnaître cette expertise. C'est-à-dire qu'il faut quand même une formation aussi pour les professionnels pour qu'il y ait une horizontalité suffisante pour que cette expertise puisse être exprimée. D'où l'idée du diplôme universitaire. Pour vous donner un exemple, sur la dernière stratégie nationale de mobilisation en faveur des aidants, on a le quatrième point qui est l'ouverture de la validation des acquis pour le retour à l'emploi des aidants. Donc ça, c'est une mesure qui est actée dans la stratégie nationale, mais pour laquelle il y a assez peu d'applications. Et une des je pense, plus importante application des derniers temps, c'est l'association Parentraide sur Rouen qui a engagé plusieurs pères aidants familles professionnels et un job coach pour mettre les choses en application de manière très concrète, ce qui n'a pas été fait ailleurs. Donc on est sur des aidants familiaux qui, par le fonctionnement de pair à pair, arrivent à aller sur cette validation d'acquis qui est dans les stratégies nationales mais qui ne se déploie pas ailleurs. La définition de la père aidance famille, comme on va finir le propos avec notre collègue québécoise, je vous ai donné une définition québécoise, aussi parce que c'était eux les premiers à développer la père aidance famille. Donc les pères aidants famille, c'est des personnes qui accompagnent les membres de l'entourage d'une personne qui a vécu avec un trouble de santé mentale. Leur résilience face à leur situation personnelle et leur vécu les a amenés à cheminer sur leur propre parcours de rétablissement. C'est quelque chose qui n'est pas théorisé en France, le parcours de rétablissement des aidants, mais qui l'est déjà au Québec. Les pères aidants familles travaillent avec leur savoir expérientiel, ce qui leur permet de redonner de l'espoir et de soutenir d'autres membres de l'entourage. En France, la père aidance famille, elle est pratiquée surtout dans les associations depuis bien longtemps. J'en ai cité quelques-unes, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, vous verrez avec Marie-Neige tout à l'heure la cartographie de la père aidance famille côté professionnel dans les structures de soins, dans le médico-social également. Bonjour à tous. Est-ce que si je me mets comme ça, c'est bon? Parce que je suis très grande et le micro n'est pas à ma taille. Du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis père aidante familiale professionnelle au pôle ADIS, donc autisme, neurodéveloppement et inclusion sociale du Vinatier depuis 2024 à mi-temps. En parallèle, j'exerce une autre profession puisque je suis également éducatrice spécialisée et donc je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé dans le handicap rare. Quelques éléments de compréhension déjà sur mon statut personnel et également mon cheminement. Donc du coup, je suis mère de 2 enfants. L'un vit avec des troubles psychiques, mon fils aîné, le second avec un trouble du neurodéveloppement. Ils ont 15 ans d'écart. Autant dire que ça a été un sacré exercice. Je tiens à les remercier parce que oui, j'étais en communication très approfondie avec les deux, avec tout mon noyau familial d'ailleurs. Mais il n'empêche que quand j'ai débuté dans la santé mentale, quand j'y suis arrivée comme un tsunami, lors d'une décompensation, excusez-moi, psychique, ça a été très compliqué. Et donc, j'ai avancé avec eux. Je me suis auto-formée, puis formée via l'EDU en père aidance santé mentale et neurodéveloppement. J'ai fait partie de la première promotion
et ça m'a beaucoup apporté. J'ai fait également d'autres programmes de psychoéducation comme Pro-Famille. Et pour ceux qui me connaissent le mieux, j'ai un petit drapeau au-dessus de la tête qui est les aidants ruraux, puisque j'ai fondé une association sur mon territoire et qui a été une façon aussi de me dire que oui, j'avais beaucoup de colère par rapport à l'inégalité des dispositifs et il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc pour moi, ça a été très important de promouvoir la pérédance familiale bénévole dans un premier temps avant qu'elle se professionnalise. Donc voilà. C'est très important pour moi d'apporter ce petit message sur mon parcours et mon cheminement. Donc là, moi, je me suis servi justement des stratégies nationales des aidants 2023-2027 pour apporter tout ce que le père aidant familial peut faire à travers 5 axes. Donc la prévention de l'épuisement et l'accès au répit. Que ce soit le père aidant familial, justement, peut repérer les signes d'épuisement par rapport à son vécu et à sa posture, et également le relais et les soutiens qui sont possibles, que ce soit à domicile, que ce soit différents séjours. Le deuxième axe, c'était l'information, la reconnaissance, la communication et la formation. Alors déjà, le père aidant familial, il apporte un langage plus simple, plus compréhensible, parce que quelquefois, le jargon, quand on ne connaît pas, le jargon utilisé par les professionnels, c'est très compliqué. Ensuite, il y a les ressources pour comprendre son proche, connaître les droits pour son proche et également pour soi-même, rompre l'isolement et lutter contre la stigmatisation, co-animer des groupes de parole, des programmes de psychoéducation. Ils se sont reconnus à travers justement la possibilité qu'il y a un père aidant familial qui a éprouvé les mêmes choses que lui et donc du coup ça apporte une vraie plus-value. Ensuite, le troisième axe, c'était la conciliation de la vie professionnelle et la vie d'aidant. Donc, c'est ouvrir le champ des possibles, donc tout ce qui est par rapport aux droits, notamment liés par le travail, mais également le rythme, puisqu'il a une double posture, bien souvent, entre la vie à la maison et également sa vie active. Valoriser l'acquisition des compétences liées à la posture d'aidant. Le quatrième axe, c'était la simplification du quotidien et la valorisation du savoir expérientiel. Donc le père aidant familial, il peut permettre de faire le lien entre les aidants et les professionnels et également expliquer certaines démarches, accompagner dans les accès aux droits et également dans l'information à la santé. Et le dernier, c'est d'apporter une réponse adaptée selon l'âge, donc pour aider à préserver sa vie personnelle et sa santé. Bien souvent, les aidants, ils s'oublient. Donc en s'oubliant, eh bien, le problème, c'est qu'ils ne prennent pas soin de leur santé. C'est aussi toute cette inquiétude qui les bouleverse, qui des fois peut être enfermant, aussi bien pour eux, mais aussi bien pour leurs proches, qui du coup ne va pas aller expérimenter la vie. Voilà, donc sa valeur ajoutée, eh bien, c'est tout simplement que aussi, en dehors de l'aidant, il y a des réalités intrafamiliales. On parle de l'aidant principal, mais il y a également toute une famille autour, et c'est important que chacun puisse s'y retrouver, à avoir sa place, et pouvoir s'entraider entre eux. Ah oui, j'en ai une deuxième direct, paf. Donc, aujourd'hui, comme c'était le colloque de la pérédance, il me semblait important de prendre un petit peu des risques et d'ouvrir le sujet entre la pérédance familiale et les pères aidants. Alors, pour moi, déjà, à savoir que cette slide, elle a été faite en collaboration avec la père aidante avec qui je travaille, en très étroite collaboration, et en plus, elle partage mon bureau, donc autant vous dire que c'est un enrichissement mutuel. Donc, l'accompagnement de la famille, elle concerne bien sûr les pères aidants familiaux, mais également les pères aidants. C'est un sujet qui est pertinent pour les deux, parce qu'il concerne à la fois les personnes concernées, ou on va dire les pères accompagnés pour vous, et les aidants. Donc, le père aidant familial, il va mettre l'accent sur la famille, puisque lui, sa posture et son vécu
va lui permettre justement d'ouvrir différentes choses, notamment des solutions d'aide aux aidants, la validation des émotions, parce que bien souvent, ils arrivent avec des sentiments et des émotions de honte, de culpabilité, d'impuissance qui les empêchent d'avancer, et l'important de pouvoir les valider avec eux. La connaissance et l'actualisation du réseau associatif, la prise en considération du statut d'aidant et les risques associés, le prendre soin de soi, parce qu'il y a une influence intrafamiliale, c'est-à-dire que si on ne prend pas soin de soi, forcément, notre proche qui vit avec des troubles, quels qu'ils soient, eh bien, il va ressentir une culpabilité, il va y avoir des choses émotionnelles et des conflits de loyauté. Également, la mise en lien avec les solutions de répit, la co-construction avec la famille et le partage des pensées honteuses, voire noires, qui peut être compliqué quand on est accompagné par un père aidant, de pouvoir dévoiler, parce que justement, son proche est également concerné. Donc, avec un père aidant familial, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Le père aidant, lui, il met l'accent sur la personne et il va pouvoir se servir de toutes les connaissances qu'il aura reçues et grâce également à son vécu pourra apporter beaucoup plus de solutions et également identifier les besoins. Alors, ce que moi, je tenais vraiment à dire, c'est cette vision partagée qui est vraiment axée sur le rétablissement, qui part du savoir expérientiel, que ce soit pour les PAF ou les pères aidants, la déstigmatisation des problèmes de santé mentale et des troubles du neurodéveloppement, la puissance de l'effet miroir, qui peut être une source d'inspiration, mais également le pouvoir d'agir et l'espoir en ouvrant le champ des possibles. Je ne peux pas m'empêcher de vous faire un petit peu de revue scientifique quand même. Est-ce que ça fonctionne, la pérédance famille ? Il y a un ancien programme qui est un programme américain, du coup, qui est un programme en 12 semaines. C'est des séances de 2h30 à peu près. Le but de ce programme de psychoéducation des familles, c'est l'amélioration de l'empathie, l'amélioration des compétences de communication, les capacités de coping, l'engagement à prendre soin de soi en tant qu'aidant, et puis toutes les pratiques orientées rétablissement. Il y a eu une étude sur 318 familles et l'impact était significatif juste après le programme et juste après, et 6 mois après le programme, sur les connaissances sur la maladie, la capacité de résolution de problèmes, l'acceptation de la maladie du proche et la diminution du stress. Il n'y avait pas de différence sur le fardeau ressenti, mais ces études montrent quand même que le pair à pair côté famille fonctionne, en tout cas pour ce qui est de la psychoéducation. Des études sur ça, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on n'a pas de souci pour prouver la partie efficacité sur la psychoéducation. Pour quand même en parler, il y a le programme Prospect, qui est un programme de l'Association européenne des familles, qui en France est décliné par l'UNAFAM sur le pair à pair en famille. C'est 20 heures à peu près de formation. Et vous avez à droite les retours des familles. Du coup, c'est un programme qui se fait dans 15 pays. Les familles disent j'ai appris à poser des barrières, j'ai appris que j'ai vu les choses différemment, j'ai changé ma manière de gérer, j'ai appris beaucoup, j'ai appris que je n'étais plus seule non plus. Ça, c'est une petite étude, puisque c'est une interview sur 16 parents. C'est pour montrer aussi que, outre la psychoéducation, c'est efficace sur un autre besoin des aidants, qui est le besoin de soutien complémentaire avec des propositions dans les associations qui sont très différentes de ce qu'on peut faire dans le milieu sanitaire avec les réseaux sociaux, avec des réunions de groupe en ligne qui sont très efficaces et qui permettent de soutenir les familles sur d'autres aspects. C'est aussi des ressources en termes d'informations sur la maladie, probablement pas les mêmes informations que ce que nous, on peut délivrer au plan sanitaire, mais des choses très complémentaires et très utiles qui étaient vraiment valorisées par les familles comme très soutenants. Et puis ça, c'est une étude sur les 2 premiers pères aidants famille qui étaient sur le GHU. Ils se sont rendus compte que malgré leur étiquette de père aidant famille, il n'y avait pas d'accès direct des familles. Ils ne venaient pas les voir spontanément. Donc, ils ont mis en place une demande d'accès, en fait, un formulaire d'orientation pour pouvoir... donc, les familles
écrivaient est-ce qu'ils étaient d'accord ou pas pour être contactés. Donc, dans une démarche très proactive, dans ces formulaires-là, sur une centaine de personnes, 3/4 acceptaient l'accompagnement qu'on leur proposait et n'avaient pas forcément vu qu'il y avait un service dédié à eux, même si l'information circulait dans le service. Et 90% de ces familles n'avaient fait aucune demande pour eux, aucune demande d'aller chercher de l'aide ailleurs pour eux. Ce qui était intéressant aussi, c'était que dans la répartition des personnes qui venaient, il y avait quasiment une personne sur 5 qui était de la fratrie, ce qui est rarement le cas dans les associations, puisqu'on a des associations qui maintenant se développent pour les fratries, mais initialement, il y avait assez peu de personnes qui, pour le pair à pair, pouvaient témoigner côté fratrie. On va peut-être juste vous montrer les cartes, parce que du coup, Marie-Hélène va faire la suite. Donc ça, c'est une cartographie. Peut-être, Marinet, de citer un petit peu ça. Alors, en fait, pour savoir qu'il y a c'est une cartographie que j'ai commencée en 2024 et qui est en constante évolution. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une concentration majoritaire qui est sur l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes. La première PAF, elle a été embauchée en 2021, donc c'est quand même assez récent. Aujourd'hui, le nombre total de PAF Pro est de 15. Et ce nombre va quand même augmenter avec les PAF qui ont été diplômés récemment, c'est tout frais, et puis avec les prochaines formations qui vont avoir lieu. Alors par contre, si vous avez des pères aidants familiaux, n'hésitez pas à me faire passer les contacts. Vous avez mon mail, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et puis on peut voir aussi qu'il y a 17 femmes pour 4 hommes, ce qui représente quand même beaucoup les aidants qui sont majoritairement des femmes. Ah, c'est vraiment un beau privilège d'être ici avec Mélanie, avec Marie-Neige, avec vous qui avez suivi de la formation en père aidance. Ça nous prouve qu'on peut parler de père aidance famille avec des pères aidants, que tout ça puisse se mixer ensemble. C'est vraiment... je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Oui, moi, je suis du Québec. Je suis même de l'Est du Québec. Je ne vous ferai pas de géographie québécoise ou canadienne, mais je suis contente d'être ici avec ces fidèles collaboratrices. Puis ce n'est que le début, j'ai le goût de dire. Donc, voilà, je suis professeure, en fait, chercheuse en travail social. Je suis formée en travail social. Puis la père aidance, assez invitée, moi, dans ma vie de chercheuse, de professeure, à travers des expériences, oui, cliniques comme travailleuse sociale, mais par la suite, plus dans ma vie de chercheuse, où est-ce que je me suis rendu compte que, en fait, le vécu des familles, c'était au cœur de mes travaux de recherche quand j'étais étudiante au doctorat, mais par la suite aussi dans mon enseignement, puis que ce savoir expérientiel-là, c'était quelque chose qui devait être tout le temps présent à côté de mes savoirs à moi de clinicienne, puis finalement d'académique, de chercheuse, etc. Comment je m'en sers, moi, de la père aidance famille? Qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça? En fait, je crois que par les travaux de recherche qu'on peut mener sur ce déploiement de cette innovation, il faut appeler ça une innovation quand on parle de père aidance famille, de père aidance encore aujourd'hui. On est tous et toutes ici des gens convaincus. Il manque encore beaucoup de gens à convaincre. Puis, en fait, moi, dans ma mission à moi, c'est de le faire via des travaux de recherche où est-ce qu'on va aller documenter, en fait, cette pratique-là. Je crois que c'est Sophie qui disait on n'a pas des grands nombres, des fois dans la recherche en sciences humaines et sociales, le type de recherche que je fais, on n'a pas toujours un grand nombre de participants. Faut se dire qu'il y a on peut documenter de manière quantitative avec des chiffres, mais un peu comme la père aidance dans le partage du vécu, quand on documente avec les propos narratifs, le qualitatif, ça amène une richesse aussi dans ce qu'on peut aller documenter dans cette expérience-là pour la faire connaître, pour déboulonner aussi probablement beaucoup de préjugés autour de ce que c'est la père aidance famille. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un des éléments qu'on a fait. En fait, notre but, c'est pas de seulement être des chercheurs qui écrivons des articles scientifiques dans des grandes revues. On veut rendre ça accessible, ce que c'est la père aidance famille, donc dans des outils qu'on a produits notamment en travaillant avec des pères aidantes familles. Dans ce projet-ci que vous voyez à l'écran, il y avait Marianne Levasseur, qui est une des premières pères aidantes familles au Québec, qui est maintenant davantage dans un rôle de mentor, qui travaille à développer cette pratique. Bien, on a développé cet outil pour la définir, cette pratique de la
la parent aidance famille, la faire connaître, un peu comme si c'était une carte de visite pour se présenter aux professionnels, dans les équipes de soins, etc. C'est une carte de visite qu'on pourra rendre accessible là, aux gens via peut-être le site web là, du centre de réhabilitation. C'est gratuit, on peut le télécharger, etc. Au Québec, différents types de formations, on en a parlé. Il y a la formation que Jean-François Pelletier a développée. Allô, Jean-François? Là, je vous parle de celle qui a été développée avec la QRP, qui est l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Une formation, en fait, qu'on a accréditée à travers le service de la formation continue de mon université, l'Université du Québec à Rimouski. Donc, une formation qui a débuté en 2021. Si je ne me trompe pas, dans les prochains jours démarre la 6e cohorte. Je ne sais pas si j'ai bien compté, mais c'est la 6e, il me semble, là, qui commence ces jours-ci. Donc, depuis 2021, c'est 70 personnes qui ont été formées par cette formation de 250 heures qui implique autant des cours théoriques que des stages pratiques, des ateliers réflexifs, etc. Donc, 70 personnes. Vous verrez un petit peu plus loin là, combien sont dans la pratique réellement. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent prendre, peut-être comme vous, la formation, qui exerceront peut-être pas tout de suite le rôle de parent aidant famille, qui en ont besoin pour cheminer dans leur propre parcours de rétablissement, qui en ont besoin pour continuer à être aidants auprès de la personne qu'ils accompagnent, la personne aidée, la personne accompagnée. Puis il y a aussi une douzaine de personnes qui avaient été formées ou qui sont formées, en fait, qui avaient été formées initialement, il y a peut-être une dizaine d'années de ça, voire un petit peu plus, par des collaborations qui avaient été un projet pilote qui avait été monté avec un organisme là, qui s'appelle la Société québécoise de schizophrénie. Donc, issu de cette cohorte-là, il y avait 12 personnes qui avaient été formées. Donc, on parle d'un potentiel de 82 parents aidants familles actuellement formés. Dans la formation, un peu comme ce que vous voyez dans le DU ici, ce qu'on peut voir dans des MOOC ou dans d'autres types de formations, on a fait le tour depuis ce matin de se dire c'est quoi les thèmes qui sont essentiels et importants. Donc, avec toujours le même moteur, hein, le savoir expérientiel, puis être capable de voir, à le dévoiler, ce savoir-là, mais avec parcimonie, au bon moment, sans imposer son propre savoir aux autres. Donc, je vais passer rapidement sur celle-ci pour vous montrer davantage le portrait. En fait, on essaie de regrouper jusqu'à la dernière minute, jusqu'à temps que je m'en vienne vous joindre ici, à quoi ça ressemble actuellement le portrait de la pratique. Donc, il y a peut-être 3 lieux que je veux mettre un petit peu plus sous la loupe aujourd'hui. CAP Santé mentale, pour nous, c'est, sans être l'équivalent, mais c'est nos associations de familles communautaires déployées partout au Québec. C'est 54 associations de familles dans des plus petites régions, pas juste dans les grands centres au Québec. Donc, parmi ces 54 lieux de pratique, plus dans le milieu communautaire, en fait, il y a 35 pères aidants de famille là, qui exercent dans ces milieux-là actuellement. Avec la Société québécoise de schizophrénie, il y a 3 parents aidants de famille qui sont plus déployés à ce moment-là par contrat, sous-traitance, là, entre guillemets, vers les milieux hospitaliers. Donc, ils vont intervenir comme parents aidants de famille, soit sur la ligne d'écoute, soit lors d'hospitalisation en centre hospitalier, bien sûr. Et on a un autre projet de recherche, notamment Marc-André Roy, qui est psychiatre, qui est ici. On est sur le même projet avec d'autres chercheurs très motivés à documenter cette pratique, plus dans les programmes pour premier épisode psychotique, l'intervention précoce. C'est une dizaine de pères aidants qui sont en clinique premier épisode actuellement, qu'on suit par la recherche pour documenter cette pratique-là. Puis, il y a 5 pères aidantes familles qui sont dans ces cliniques pour premier épisode. Dans le bas de ce que vous voyez à l'écran, on mentionnait que sur les 70 personnes formées, en fait, depuis 2021 au Québec, 44 ont un emploi comme parents aidants famille. Donc, c'est des parents aidants qui sont actifs, qu'on réussit à les rejoindre là, quand on collige des données pour la recherche. 8 sont en recherche d'emploi, 6 sont retraités ou ont arrêté la pratique, puis 12 ont un statut d'emploi qui n'a pas été précisé ou qui est peut-être un petit peu plus intermittent. Donc, il y a une pratique qui est quand même assez active, même si c'est encore un peu comme pour ici, récent. On dit, tantôt on disait qu'il y a eu un rattrapage, mais ça demeure quand même dans nos milieux cliniques quelque chose qui est encore assez récent. Par la recherche, qu'est-ce qu'on veut faire ou ce que moi, je souhaite faire avec mes équipes, c'est de pouvoir aller documenter comment se déploie cette pratique-là pour la faire connaître. Il n'y a pas d'écart avec les données de Marie-Neige et celles que je présente à l'écran. Le nombre de participants était de 29 là, pour le premier tour de sondage que nous avons fait là, en 2023. C'était majoritairement des femmes qui exerçaient le rôle de parents aidants de famille au Québec, des femmes âgées, là, en moyenne, là, vous voyez un petit peu comment se déclinent les âges, là, mais il y en avait une majorité qui était plus âgée de 60 ans et plus, en fait, la moitié, puis répartie dans
plusieurs régions du Québec. On me disait 12 régions administratives du Québec. Donc, ça se déploie parce que la formation est offerte en ligne. Donc, les gens, après, retournent dans leur milieu d'appartenance puis développent la pratique plus dans le milieu communautaire à partir de leur lieu de vie, finalement. Et donc, leur année d'expérience variait. Là, c'était tout récent. On voit là, entre une année et 1 à 4 ans d'expérience en père aidance famille pour 72 de l'échantillon. Petit échantillon, hein, 29. Donc, j'ai le goût de dire que la recherche, plus on va la faire connaître aussi sur ces thèmes-là, plus ça va inciter les gens, dont vous, à répondre à des sondages en ligne, à participer à des entrevues de recherche pour qu'on puisse documenter la pratique avec le plus grand nombre de participants, d'amener une richesse aussi à cette documentation-là. Puis finalement, donner une crédibilité, dans le fond, à cette profession qu'on souhaite tous et toutes qu'elle devienne professionnalisante, effectivement. On avait documenté aussi les principales formes de soutien. Ça ressemble à ce qui a été partagé en père aidance depuis ce matin chez les participants qu'on avait rejoints. Oui, participation à des rencontres, des discussions avec les membres de l'entourage, être au courant des ressources d'aide. Marina, j'en glissais un mot. Oui, partager son vécu, faire de la co-animation de groupe. Il y a plusieurs organismes communautaires qui accueillent des pères aidants en famille. L'idée de pouvoir co-animer, partager des activités d'intervention ensemble, c'est souvent les premiers jalons de l'intervention plus directe auprès des aidants. Donc, ça vous donne un petit aperçu. Et principalement des interventions qui se font de manière individuelle, ensuite de manière égale là, au niveau de l'intervention plus auprès des familles, de plusieurs membres de famille à la fois ou de l'intervention de groupe. Donc, c'est un aperçu là, rapide parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le temps file. En fait, peut-être avant d'aller vers le qualitatif, au niveau de la recherche quantitative, c'est ça, pour pouvoir généraliser nos résultats, il nous faut des grands nombres de participants. Puis, on essaie de voir aussi au niveau de l'efficacité. J'ai commencé à utiliser dans ces projets-là des échelles de mesure, des instruments de mesure standardisés. Donc, de demander à des pères aidants famille de remplir des échelles au niveau de sur le rétablissement, sur leur pouvoir d'agir, puis qu'on puisse mesurer avant, après l'intervention, autant pour les aidants qui reçoivent les services des pères aidants famille, bien, est-ce que ça fait une différence sur mon sentiment de fardeau, ma détresse, mon bien-être, etc. Puis effectivement, on commence à avoir des différences par rapport à ça, mais pour ça, il faut avoir des mesures avant et après l'intervention qui est faite par les pères aidants famille. Quand on le fait au niveau des entrevues de recherche, on peut se permettre d'avoir un nombre un peu plus restreint, mais c'est là qu'on peut aller en profondeur puis aller chercher le point de vue plus de l'expérience. Comment cette expérience de soins-là, elle est vécue? Donc, j'ai mis quelques extraits rapides. Dans ce volet de l'étude, on est allé chercher, dans le fond, par entrevue de recherche, pour des aidants qui avaient reçu les services des pères aidants famille, bien, qu'est-ce que ça avait fait pour eux dans leur vie? Quelle différence ça avait fait dans leur trajectoire de soins? La même chose pour les cliniciens, les intervenants qui les rencontraient, qui les côtoyaient, ces pères aidants famille-là. Donc, j'ai l'impression qu'on n'est plus rendu à se dire qu'est-ce que ça fait un père aidant famille. Je pense qu'on est assez au clair avec ça. On le documente bien. Là, je pense qu'on est rendu à le documenter du point de vue de ceux et celles qui reçoivent les services des pères aidants famille, puis ceux et celles qui les côtoient, les cliniciens, pour encore une fois être en train de, par l'expérience partagée, rendre cette pratique-là plus accessible, rendre cette expérience-là moins épeurante, moins... en fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de peur là, en fait, de cette pratique de la père aidance pour les intervenants qui, des fois, ne comprennent pas sur quel terrain les pères aidants vont venir contribuer. Donc, de voir ça vraiment de manière complémentaire à ce qui est offert par l'équipe de soins, c'est le bon filon. Puis, il n'y a rien comme avoir les mots, je crois, le narratif des aidants qui ont reçu les services ou des intervenants pour pouvoir, en fait, s'en inspirer. Puis, avec humilité, que des intervenants puissent dire, bien oui, c'est complémentaire. Oui, ça fait une différence quand la père aidante famille, elle est là. Donc, ben voilà, j'arrête ici si on veut prendre le temps de répondre à vos questions, échanger quelques minutes, même si on est au bout du temps. Oui, on va pas en prendre beaucoup, mais...